Bonjour, me voilà rentré de voyage et comme je vous l'avais promis à la fin de 2013, j'ai maintenant envie de vous entretenir sur le tarot et cela va prendre évidemment plusieurs séances, si je puis dire. Aujourd'hui, on pourrait appeler cet entretien l'histoire de tarot et le tarot de l'histoire. Non pas comme d'habitude, je veux pas faire d'érudition, vous trouverez des sites qui en font, des livres, tout ça ne me manque pas. Ce qui peut peut-être être original dans ma démarche, c'est la longue expérience que j'ai du tarot et de son symbolisme et de la maturation que ça a produit, plutôt qui s'est faite en mon sein. Alors, une chose m'a intéressé parce qu'il a circulé, surtout à la fin du 19e siècle, les idées les plus folles sur l'origine du tarot. Ça s'est entretenu jusqu'à nos jours. Des hurluberlus vous assurant qu'il existait en Égypte un temple où le mur de gauche et le mur de droite étaient couverts des représentations des arcanes majeures du tarot. Certains allant jusqu'à même citer le nom du temple, et moi m'y être rendu en Égypte pour bien constater que tous ces gens-là étaient des farceurs. Remarquez, j'ai pas été déçu parce que j'aimais beaucoup l'égyptologie, donc là le nom du temple m'échappe, mais c'est pas vraiment un temple de toute première importance. Mais enfin, j'avais été le visiter. Alors, cette origine, c'est quand même intéressant de savoir comment les cartes sont entrées dans le monde occidental, parce que on sait, par des textes émanant de l'Église catholique, qu'il n'y figurait pas avant le XIIIe, XIVe siècle. Et comment sait-on ça? Parce que l'Église a évidemment promulgué des textes interdisant les jeux de hasard, les dés, les osselets, je ne sais quelle autre forme de divertissement permettant de gagner de l'argent existait à cette époque-là. Mais enfin, ce texte existe et il ne mentionne pas les jeux de cartes. Et à un moment donné, ils vont les mentionner. Ça veut dire qu'on peut à peu près situer vers cette époque-là, comme je dis, 13e, 14e, l'entrée des jeux de cartes en Occident. Alors on peut se demander, oui, mais alors d'où venait-il? Et là, il faut pointer du doigt vers le monde musulman, parce que les fantassins arabes qui protégeaient la Palestine des croisés jouaient aux cartes, et un de ces jeux de cartes nous est parvenu, j'en ai une copie d'ailleurs, et montre déjà les 4 séries d'arcanes mineurs, c'est-à-dire la série des bâtons, des deniers, des coupes et des épées. Par contre, ils ont aussi un jeu d'atouts de 22 cartes, comme les arcanes majeures du tarot, sauf qu'il n'est pas imagé, puisque la religion de l'islam interdisait les représentations figurées. Donc, on a la place de représentation figurée des versets du Coran. Et donc, il faut penser que au cours des croisades, les croisés ont été en contact avec, autrement que pour se taper dessus,
on était en contact avec les soldats musulmans et vice-versa. Et que de cette manière, les croisés ont ramené en Europe les fameux jeux de cartes. Et quelqu'un a eu l'idée, puisque on se doutait bien, d'ailleurs, il y a eu des textes finalement qui interdisaient les jeux de cartes, surtout s'ils provenaient d'une autre religion que la religion catholique. Et alors quelqu'un a eu l'idée de remplacer les versets du Coran dans les arcanes majeures par des scènes figurées qui n'étaient pas en conflit avec la doctrine catholique. Et ces scènes figurées pouvaient provenir de différentes origines. On y a représenté les vertus théologales, les vertus cardinales, on y a représenté même les jours de la semaine, les mois, les signes du zodiaque, et comprenez bien que le tarot n'est pas arrivé, bien que le jeu de 78 cartes d'origine arabe existait, puisque j'en ai bel et bien une copie, mais comment dire, pour autant la taille du jeu de tarot n'était pas fixée pour autant. Et il y a eu des tarots de 78 cartes, des tarots de 56 cartes, des tarots de 96 cartes qu'on appelle les Minchiate, et qui étaient plutôt produits à Florence, ce qui pose maintenant le problème du lieu d'origine des tout premiers tarots. Eh bien, il semble bien que ce soit dans la ville de Ferrara, de l'Italie du Nord, pas très loin du delta du Pô, et que j'ai eu l'honneur de visiter l'année dernière. Une ville qui a été éprouvée par un tremblement de terre et malheureusement différents musées ne sont pas accessibles à cause de ça, c'est bien malheureux. Et donc les premiers jeux de cartes qui étaient forcément peints à la main par des miniaturistes, puisque l'imprimerie n'était pas encore, n'existait pas encore, ont été donc produits pour la famille d'Este qui régnait sur la ville de Ferrare et date du début du XVe siècle. Alors, ça vous situe à peu près, on va dire 1520. Et là, alors, on en a trouvé quelques-uns. Et naturellement, les ducs de Ferrare ont été imités par les ducs de Milan. Et il existe aussi une série de tarots qui ont été peints pour la famille Visconti Sforza de Milan, dont j'ai un facsimilé, par exemple. C'est assez amusant. Il n'y en a aucun de complet, hein, que ce soit clair. Il n'y a aucun de ces tarots qui soit complet. Mais il y a un des tarots de Visconti Sforza qui était complet à 4 cartes près. 2 arcanes majeures manquaient et 2 arcanes mineures. Alors, eh bien, pour le publier, il a fallu recréer 2 cartes majeures qui étaient le diable et est-ce la maison Dieu, je ne suis plus trop sûr, en tout cas 2 arcanes majeures, et puis 2 arcanes mineures
Là, c'était plus simple, suffisait, si c'était par exemple le 3 de bâton, de prendre le 5 de bâton et effacer 2 bâtons. Donc, ça, c'était beaucoup plus simple. Et donc, on a ainsi produit un jeu complet qu'on peut acheter dans le commerce. Tous les autres jeux sont incomplets. Et les jeux qui appartenaient à la famille Visconti, il y en a un, par exemple, à la Pinacothèque Cabrera à Milan. Et, j'ai tenu ce jeu en main. À une époque, j'étais encore jeune, donc on m'a dit il y a une quarantaine d'années, et on me l'a apporté. Et puis d'un côté Cabrera, quand même, c'est assez incroyable. Je me suis amené, j'ai dit voilà, je fais des recherches sur le tarot, j'aimerais bien voir les cartes du tarot euh, que vous possédez ici, qui je crois le Brambi. Enfin bon. On m'a apporté le tarot dans une boîte à chaussures, on m'a conduit dans un local et on m'a abandonné avec ma fameuse boîte à chaussures, mais comme si je n'existais pas, donc sans la moindre sécurité et donc moi l'idée m'est passée par la tête, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais pu en subtiliser une ou plusieurs que personne n'y aurait remarqué quoi que ce soit. C'est incroyable quand même cette négligence dans un musée important de Milan quand même. Soit. Fort de cette réussite, j'étais à New York et je me suis présenté de la même façon à la Pierpont Morgan Library, qui détient un certain nombre de cartes du fameux tarot qui est maintenant complété, qui est vendu dans le commerce. Et j'ai donc tenu dans. Ils ont, je ne sais plus, c'est 18 cartes ou 20 cartes. Enfin, ils ont un certain nombre de cartes à la Pierpont Morgan Library. Et j'ai dit que j'étais en train d'écrire un livre sur le tarot. Et ils ont été me chercher ces fameuses cartes, qui là alors étaient quand même dans des supports grillagés, et on m'a permis de les consulter, mais sous surveillance. Mais je ne pense pas qu'ils le referaient aujourd'hui non plus. Donc j'ai tenu en main ces fameuses cartes. J'en suis bien fier. En 2006, je suis enfin allé à Bergamo, dans l'extrême nord de l'Italie, pas tellement loin de la frontière suisse, où alors sont conservés les deux autres paquets de tarot Visconti, donc qui font un tout avec les cartes que j'avais examinées à New York. Une partie se trouve à l'Accademia Carrara, qui est le musée des beaux-arts de Bergamo, et sont un peu la fierté de ce musée. Ils sont très bien exposés. Et j'ai pu les visiter là-bas. Et il reste alors quelques cartes qui sont toujours en possession de la famille Colleoni de Bergamo, qui sont donc en collection privée, celles-là. Alors on a trouvé, enfin, il n'était pas si perdu que ça, mais on a trouvé vers le début du XXe siècle un tarot supplémentaire, enfin des planches imprimées, celle-là, d'un tarot donc qui remonterait tout début du XVIe siècle euh, et qui s'appelle le tarot Buscascola. Et ce tarot-là était complet, c'était une planche. Et donc, par contre, elle était pas faite pour pas faite pour imprimer en couleur, mais bien en noir et blanc. Et donc, il a fallu que on colore les arcanes et on a produit ce jeu
Buscascola, qu'on peut acheter dans le public, dans le domaine public, et qui est un magnifique jeu de cartes. Euh, voilà, ça c'est euh, un peu le point d'entrée des cartes en Occident. C'est bien donc bien en Italie du Nord. Le point d'entrée, eh bien, le port qui est pas loin de Ferrare, c'était Venise. Ils ont pu rentrer par là au retour des échanges qu'il y avait avec les pays musulmans pendant ou juste après les croisades. Et c'est ce qui situe donc euh, l'entrée des cartes dans le monde occidental vers 1420. Mais vers cette époque, il faut quand même bien dire que les cartes n'ont présenté un intérêt que comme divertissement. C'était un jeu pour les princes, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde d'engager un peintre pour peindre 78 cartes à la main. Enfin, c'est un très, très, très gros travail, hein, il faut bien se rendre compte de ça. Chaque carte est un petit tableau, un tableautin, n'est-ce pas? Et donc, ça n'était à la portée que des familles princières. Quand, évidemment, l'imprimerie est arrivée, le coût de la production d'un jeu de cartes était moindre et euh, il y a eu alors des jeux comme le Buscascola qui ont été imprimés peut-être à partir de modèles plus anciens. Et puis je vous dis, il y a eu cette frénésie quant au contenu des arcanes majeures, puisque il fallait remplacer les versets du Coran par des scènes figurées. Alors, il y en a qu'on retrouve de cette époque, par exemple les vertus cardinales qui sont la foi, la charité et l'espérance. Bon, de celle-là, c'est un peu difficile de trouver des correspondances. Par contre, il y a les vertus. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit les vertus cardinales. Les vertus cardinales ne sont pas ce que j'ai dit. Les vertus cardinales sont la force, la tempérance et la prudence. Alors celles-là sont euh, pleinement dans le tarot, puisqu'il existe une carte de la force, il existe une carte de la tempérance, et la carte de la prudence est devenue l'ermite. Mais les vertus théologales, qui sont la foi, la charité et l'espérance, ne sont pratiquement pas reconnaissables. Mais il y a des jeux anciens où elles y figuraient. Et alors, il y a eu une frénésie comme ça de production de jeux de cartes, particulièrement à Florence, où on a vu ces Minchiate et Tarocchini. Il y a eu plusieurs choses qui ont été proposées comme ça, comme divertissement aux familles princières, et où les artistes qui les produisaient ont donné libre cours à leur fantaisie. Et on retrouve de ci, de là des Minchiate, des Tarocchini, et donc ça a enrichi toute cette matière à divertir les gens fortunés. Et une autre chose qu'il faut maintenant mentionner, c'est que dans cette période, nous sommes quand même à la Renaissance, un poète italien est devenu extrêmement populaire, il s'agit de Pétrarque. Et Pétrarque a produit une œuvre qui s'appelle Les Triomphes, I Trionfi, et ce sont des poèmes
qui représentent des chars un peu carnavalesques comme ça. C'est ça un trionfo. C'est un char allégorique. Et ces chars allégoriques représentaient justement les vertus théologales et les vertus cardinales. Et il y avait des fêtes. Non seulement Pétrarque a écrit ce texte, mais il y a eu des fêtes qui s'en sont inspirées avec des cortèges carnavalesques, avec effectivement des chars représentant la chasteté, représentant la force, représentant toutes sortes d'allégories comme ça, de temps, qui ont pu, à un moment donné ou à un autre, figurer dans l'iconographie du tarot. Et ça avait été mon intuition quand j'ai commencé à m'intéresser au tarot, et par le fait même à l'Italie, parce que j'avais donc une idée que j'étais très jungien à l'époque, et je m'étais figuré que, eh bien, dans l'inconscient des artistes, il y avait des images primordiales qui allaient ressortir et finir par se retrouver sur ces cartes du tarot, un peu par un mécanisme de projection. Et donc, je voulais vérifier cette hypothèse en visitant des musées, en essayant de retrouver des œuvres d'art où il y avait des postures, comment dire, des postures tout à fait classiques pour illustrer une vertu, une valeur, quelque chose. Et, je n'ai pas été déçu. Et dans les cartons des peintres, des sculpteurs et autres artistes, il y avait aussi jusqu'à des faïences qui ont été faites par les fameux faïenciers de Florence, là, leur nom m'échappe pour l'instant, mais je le donnerai en annexe autrement. Et donc, j'ai alors été confirmé dans cette hypothèse par un livre qui a été écrit par une chercheuse américaine qui s'appelait Gertrude Mauchly. Et elle a donc fait une recherche beaucoup plus disciplinée que la mienne, et sur le thème donc de l'influence des triomphi de Pétrarque dans le tarot. Et alors, on retrouve encore, par exemple, la carte du chariot, qui est une réminiscence de ces chariots, ces chars allégoriques, et naturellement, les valeurs qui vont avec. La force, la tempérance, la chasteté n'y est plus, mais elle était, pour mon plaisir, le char de la chasteté était tiré par des licornes, comme on le voit au dos d'une représentation de Piero della Francesca qui se trouve à la galerie des Offices de Milan, où on voit un portrait du duc d'Ombrie et de sa femme, et au dos du portrait de la duchesse, il y a le char allégorique de la chasteté tiré par des licornes. Donc, je suppose que vous le verrez défiler au-dessus de ma tête. Bien, alors, ça vous situe un petit peu le point d'entrée, le pourquoi, d'où ça vient. Et là, on a en Italie donc un jeu qui va évidemment se transmettre en France. On va finir par voir des
des jeux de cartes en France, puisque il y avait beaucoup d'artistes italiens par exemple, à la cour de François Ier, hein, le célèbre euh, Léonard de Vinci qui a été attiré en France, mais il y a eu aussi Francesco Primatic. Il y a eu pas mal d'artistes italiens qui sont venus dans leur carton, ces choses-là, et évidemment, comme les princes se rencontraient, c'est clair qu'à un moment donné, il y a eu des jeux de cartes en France également. Mais ce qu'il faut bien retenir de tout ceci, c'est que jusqu'ici, ça reste un divertissement. Et il va falloir attendre, mais évidemment là, on ne sait pas, probablement que on a pu faire des premiers tirages divinatoires au XVIe siècle, mais on n'en a pas vraiment de traces. Et la première trace écrite apparaît au XVIIe siècle sous la plume d'un certain Cours de Gébelin, et qui a écrit une somme en 9 volumes sur le monde antique. Et dans un des volumes, je l'ai tenu en main une fois chez un libraire qui en avait, et qui avait les 9 volumes à vendre. C'était fort cher et certainement pas à ma portée, mais enfin, j'ai eu le bonheur de pouvoir quand même le feuilleter. Cours de Gébelin, dans le 9e tome, si je me souviens bien, parle du tarot comme une sorte de livre d'images initiatiques avec lesquels on peut analyser une personnalité ou prédire son futur. C'est la première fois. Mais là, on est au XVIIe siècle, hein, déjà. Et donc, je dis bien, c'est la première trace écrite, parce qu'il y a eu des pratiques avant, on peut le supposer. Et à peu près vers cette époque-là, enfin peut-être, ouais, c'est au XVIIe siècle, je pense, apparaît le fameux tarot de Marseille, qui lui sera donc imprimé. Et il y a le fameux tarot de Nicolas Convert, celui de Villéville, mais tous sont des tarots un peu coussins comme ça, et qui vont alors servir à jouer, parce qu'en France, on joue encore au tarot, mais aussi à alimenter les soucis des cartomanciens qui commençaient à apparaître sur le marché. Et donc, quand je dis soucis, c'est qu'ils avaient enfin un jeu pour pouvoir faire de la divination. Et ce jeu-là est encore disponible, vous pouvez l'acheter. Il y a l'exemplaire qui est à la Bibliothèque nationale française, le tarot de Nicolas Convert, dont on peut acheter un facsimilé à prix tout à fait populaire et qui est magnifique. Alors, on va commencer à y trouver toutes sortes de significations symboliques. Et puis, il y en a qui vont donc redessiner ce tarot à des petites variantes près. Et là, ça va être le début alors, de l'explosion, je dirais, de tarot en tout genre qui aura lieu au XVIIIe et XIXe siècle. Et maintenant, quand vous allez chez les antiquaires à Paris et qu'ils ont des cartes anciennes, c'est souvent des cartes du XIXe, voire du XVIIIe, mais ça ne remonte pas au-delà. Avoir une carte qui remonterait au XVe siècle, ça vaudrait énormément d'argent. Voilà, ceci termine le premier entretien, donc consacré aux origines et à l'apparition finalement du tarot divinatoire
dont je parlerai dans un autre entretien. Je vous remercie de votre attention.